Chers amis, bien le bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la programmation d'un jeu vidéo en JavaScript. Et dans cette partie, on va s'intéresser à la découverte d'un tel langage. Alors, je pense qu'à l'issue de ces vidéos, vous allez aller sur Internet, récupérer des vidéos pour apprendre et pour développer vos compétences en JavaScript. En tout cas, il y a un site qui est très important qu'il faut absolument épingler dans votre navigateur web, c'est le MDN, donc pour Mozilla Developer Network. Alors qu'est-ce que c'est que ce site? Eh bien c'est un site référent pour le JavaScript. Vous allez apprendre énormément de choses en le parcourant et en se donnant la peine de lire ce document. Par exemple les amis, ici vous allez trouver des tutoriaux pour les débutants, et donc là je vous invite à lire ce document si vous êtes un débutant en JavaScript, si on n'a jamais fait. Il y a aussi des tutos pour les intermédiaires, donc pour les gens qui ont déjà un petit peu fait de JavaScript mais qui veulent aller un peu plus loin, et pour les gens qui sont avancés. Donc il faut absolument parcourir ce document-là, et vous voyez, la plupart des documents sont traduits en français. Donc allez sur ce site, épinglez-le, baladez-vous, lisez les tutoriaux, regardez les exemples, regardez les projets qui ont été faits dessus. C'est très important pour vous simplifier la tâche pour la suite des événements. Pardon, il y a un exemple, prenons un exemple d'utilisation d'un tel outil. Vous avez ici une petite barre qui est la barre de recherche, donc cliquons dessus. Et par exemple, vous avez oublié comment on utilisait une boucle for en JavaScript. Donc vous savez utiliser en C ou en C++, et en JavaScript, vous avez totalement oublié, vous ne savez plus comment faire. Et bien c'est simple. Ici, vous tapez les mots-clés for. Eh bien, lui, il va rechercher sur cette page-ci, il a trouvé 145 documents où on parle du for, donc soit en français, soit bien sûr en anglais. Et là, voilà tous les documents qu'il a trouvés, et entre autres, on vient ici cliquer sur for. Donc, le document, il est très bien fait. Donc, on ouvre la page du for, ici. Il vous explique ce que c'est qu'une instruction for. Donc là, je vous laisse lire la chose. Et tout de suite après, on a un exemple d'utilisation d'une telle instruction. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce mot-clé, var, on en parle un petit peu après. Donc, var str égale code, donc guillemets, point virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on crée une variable ici, qui s'appelle str, donc pour string, et on l'a définit comme une chaîne vide. Donc actuellement, dans str, qui est une chaîne vide, il n'y a rien. Ensuite, on crée notre fameux for, donc on va faire for, var i, donc on crée une variable interne, petit i. Donc vous ayez fait un int i, ici on fait un var i, le var, ne vous inquiétez pas, on va en parler un petit peu après. Donc var i égale à 0, et on le mène jusqu'à 9. Donc on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et c'est fini. Et on fait des i++, donc on va incrémenter la valeur i plus 1. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va concaténer, on va ajouter, si vous préférez, des caractères à la chaîne précédente. Donc au début, la chaîne étant vide, la première fois i vaut 0, eh bien on va rajouter 0 à la chaîne de caractères. Et comme on a affaire à une chaîne de caractères, le JavaScript va créer une autre chaîne de caractères, donc il va transformer le chiffre 0 en caractère 0. On va créer une concaténation de chaînes de caractères. Et à l'issue de votre boucle, donc au 8e, pour i égale 8, on aura ainsi 0, 1, 2, 3 jusqu'à 8. Pour afficher les résultats dans la console, il y a un mot réservé, un mot-clé qui est console. Donc vous allez faire console.log, on envoie des commentaires dans la console, et on envoie quoi? Tout simplement le string. Et il aura affiché entre quotes ou simple quote. Donc en JavaScript, les chaînes de caractères soit du simple quote, donc simple guillemets, ou double quote, double guillemets. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et comme ce programme tourne actuellement dans mon navigateur actuel, il suffit que j'appuie sur le bouton Run pour exécuter le programme du dessus. Donc vous voyez, c'est un site qui est extrêmement bien fait, qui vous permettra d'aller très vite dans vos recherches d'erreurs ou dans vos recherches de documentation pour faire ceci ou pour faire cela. Donc c'est très important d'épingler ce site et de se balader, de le parcourir, de trouver de la documentation dessus. Mais rien ne vous empêche évidemment d'aller sur les sites autres, sur Internet, sur YouTube, lire des documents, écouter des vidéos en français, en anglais, qui développent le JavaScript. Mais attention les amis, nous allons travailler sur le JavaScript dit ES6. Donc les tutos généralistes, oui, mais essayez de prendre des tutos qui parlent de la version moderne du JavaScript, donc le ES6 ou le ES7 ou le ES8. Nous partirons de l'ES6, d'accord? Et en dessous, vous avez la syntaxe du for. Donc for, c'est initialisation, la condition, l'expression finale et ensuite les instructions. Donc vous voyez, c'est très bien fait. Eh bien, je vous propose tout de suite qu'on se lance dans le sujet et qu'on ouvre notre IDE Visual Studio Code.
Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc la dernière fois, on avait utilisé un outil qui s'appelle P5 Manager. Et le but de P5 Manager, c'était de créer notre premier projet. Ce projet, on l'avait appelé Tuto.js. Et lui, on avait demandé à P5 Manager de générer le projet par les commandes P5 generate -b le nom du projet. Et de fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Eh bien, il avait créé à demeure dans votre répertoire un répertoire qu'il a appelé Libraries, donc qui contient 3 autres fichiers JavaScript, le cœur de JavaScript, donc P5.js, le point .dom.js, donc qui nous permettront ensuite de créer des balises HTML ou des outils HTML dans vos projets JavaScript, et le point sound pour générer le son ou des musiques dans vos jeux. Mais je vous disais que le navigateur ne comprend que du HTML. Et bien de fait, P5 Manager va également créer un point d'entrée pour le HTML qui s'appelle index.html. Ouvrons ce fichier. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va pousser un petit peu. Attends, on va pousser un petit peu ici. Voilà. On va pousser un petit peu, vous verrez mieux. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de HTML, le HTML, c'est un langage de balisage. Parce que quand on fait du C, on met des accolades ouvrantes et fermantes. Bah ici, c'est un petit peu différent. On ouvre une accolade, on ouvre une balise, pardon, et on ferme une balise. Donc la première balise qui doit être ouverte, c'est la balise HTML, ici. Et pour fermer une balise, on fait /HTML, entre chevrons, bien sûr. Donc là, vous voyez, avec mon navigateur, quand je viens ici, avec mon IDE, quand j'écris HTML, eh bien, il me dit où se situe la balise fermante. Eh bien, le fait qu'il voit HTML, le navigateur sait qu'il a affaire à du HTML. Ça tombe bien, non? Alors, un document HTML comporte 2 parties. Il y a l'entête et le corps du fichier. L'entête, c'est ce qu'on appelle le id. De fait, on va intégrer dans le document HTML un entête de document par la balise id et par la fameuse balise fermante /id. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette entête de document? Eh bien, en fait, il faut spécifier au navigateur quel type d'encodage vous utilisez. Est-ce que c'est de l'ASCII? Est-ce que c'est de l'UTF-8? En gros, est-ce que vous utilisez des mots avec des caractères spéciaux, comme des accents, par exemple? Donc, on définit l'encodage. Comment? En mettant une balise méta, et on dit qu'on a un charset UTF-8. Donc, on va faire de l'UTF-8. De fait, on pourra utiliser plus tard des mots latins avec des accents. C'est ça que ça veut dire. Ici, avec la balise title, je vais créer un titre. Donc je fais balise ouvrante, title, je mets mon titre, tuto_js, et je ferme ma balise /title. Quand je vais ouvrir cette page-ci, avec mon navigateur, il va apparaître dans l'onglet un titre, et bien ce titre sera tuto_js. Je vous avais dit que les fichiers devaient être intégrés dans le HTML, les fichiers JavaScript. Comment intégrer des fichiers JavaScript dans le HTML? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'implanter le fichier dans des balises script. Ici, on va créer une balise script ouvrante, une balise script fermante, et on va spécifier au navigateur de dire, voilà, tu as besoin dans la suite du projet d'avoir à demeure en mémoire le fichier p5.js. Mais le p5.js, le fichier, on n'a pas accès directement sous la racine. Il est accessible à partir du répertoire libraries. Donc on va stipuler ici dans la commande src pour source, on fait src égale, et entre cotes, donc simple ou double cote, on va spécifier le chemin d'accès, donc library /p5.js. De même, je vais lui spécifier qu'on aura peut-être besoin à un moment donné du p5.dom.js, et on aura besoin également du p5.sound.js. Donc là, avec ces 3 petites commandes-là, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, je stipule à mon navigateur de mettre en mémoire la bibliothèque que j'utiliserai plus tard. Tout simplement. De même, notre projet, il sera en JavaScript. Donc de même, il faut créer un fichier qui comporte du JavaScript, évidemment. Par convention, les projets P5.js attendent en point d'entrée un fichier qui s'appelle sketch.js. Vous ne pouvez pas changer ce nom. Il faut absolument que votre fichier d'entrée se nomme sketch.js. C'est très, 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 très important. Vous ne changez pas le nom. Vous ne l'appelez pas main.js ou tuto.js. Il doit s'appeler obligatoirement sketch.js. Sketch.js. Très important. Et là, vous voyez le chemin. Je n'ai pas besoin de stipuler d'autres répertoires car il est ici au même niveau que le index.html. Donc là, on ouvre une fenêtre, une balise style pour faire un peu de CSS. Bon, là, je passe. Mais
et on ferme la balise id, et vous voyez la balise body pour l'instant, donc le cœur du fichier HTML, il est totalement vide. Mais alors, monsieur, vous nous avez dit qu'on allait faire une balise HTML pour faire des dessins dans une canvas. Je vois pas de canvas. Enfin si, il y a une canvas, mais la canvas, on va la créer de façon dynamique dans le sketch.js. D'accord? Eh bien, lançons-nous, ouvrons le sketch.js. On ouvre le sketch.js, voilà. Alors, on va enlever tout ce qui est par défaut, on va enlever complètement. Pensez, chers amis, à faire souvent des CTRL-S pour mémoriser et pour sauvegarder votre fichier. Quand vous allez faire du JavaScript, comme dans tout langage, il faut mettre des commentaires, évidemment. Parce que d'une semaine à l'autre, vous modifiez vos sources, il est bien ton de faire des commentaires, de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on a modifié, pourquoi on a modifié ceci, et pourquoi on a modifié cela. Et quand vous filez vos fichiers aux camarades, il est bon ton aussi de savoir ce qui a été modifié et pourquoi a été modifié. Donc toujours utiliser des commentaires, c'est très 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 important. Comment mettre des commentaires en JavaScript? Eh bien là c'est simple, c'est commencer. On ne peut pas faire plus simple, c'est commencer. C'est-à-dire, on peut créer des commentaires avec une seule ligne, donc avec // et là vous faites des commentaires. Ou bien, si vous préférez avoir des commentaires sur plusieurs lignes, là c'est commencer, vous faites /étoile, retour, étoile, /. Et là, entre ces deux balises, je pourrais mettre tous mes commentaires. D'accord? Bien. Donc je répète, pour faire des commentaires en JavaScript, c'est très simple, c'est commencer, vous faites // blabla, ou si vous avez besoin de mettre plusieurs lignes de commentaires, vous faites / étoile, toutes les commentaires, et vous finissez par étoile /. Classique, commencez. Alors il y a bien sûr, la première chose qu'on fait, donc après avoir fait les commentaires, la première chose qu'on va faire, c'est créer des variables. D'accord? Alors, comment en C vous créez vos variables? Vous vous souvenez comment vous faites? En C, pour créer des variables, il faut stipuler le type de variable qu'on veut. Par exemple, en C, vous allez créer un int, ensuite vous lui donnez un nom, data, et vous lui spécifiez une valeur précise, 9.81 par exemple. Et vous faites point virgule. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Non, là ça marche pas, c'est un entier. On va mettre 9, pardon. D'accord? Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je vais créer une variable de type entier, elle s'appelle data et elle vaut 9. Oui, mais 9, moi je voudrais créer un flottant. Donc, pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous allez faire un float, on va l'appeler G comme gravité, puis là vous mettez 9.81, point virgule. Donc là vous avez créé un flottant, un nombre réel si vous préférez, vous l'appelez G, et pour valeur 9.80. Alors pourquoi mon IDE me souligne des petites choses en rouge? C'est très simple en fait. Vous voyez ici, il s'attend à avoir du JavaScript et nous on lui donne des choses qu'il ne comprend pas. Donc il se dit tiens, c'est bizarre ce que tu m'écris là, c'est pas du JavaScript, donc c'est tout à fait normal, ne paniquez pas. D'accord? Autre chose, quand on veut créer des chaînes de caractères. Alors là, on sait, c'est plus compliqué. Parce que des chaînes de caractères, c'est des tableaux de caractères. D'accord? Donc il faut commencer par faire un char. Ensuite, lui dire qu'on a un tableau, que ce tableau, il faut le stipuler via des crochets, et ensuite, on initialise en général la chaîne de caractères avec double cote, et là, on fait une chaîne de caractères, comme ça, par exemple. Et puis, on n'oublie pas le point virgule. Donc, voyez, en C, quand vous avez créé vos variables, vous avez défini le type de variable. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un tableau de caractères? Est-ce que c'est un nombre réel? Alors, la question, c'est, oui, mais et en JavaScript, alors, qu'en est-il? Eh bien, en JavaScript, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. En effet, le C et le C++, ce sont des langages compilés. C'est-à-dire qu'il y a une étape de compilation. On va prendre votre source, enfin qui ont le compilateur, va prendre votre source, il va prendre les bibliothèques qui est autour, il va les lier, et ensuite il va générer un fichier exécutable que le microprocesseur va comprendre. Donc il va le transformer en langage machine. Ici, le JavaScript est interprété dans le navigateur. Donc il n'y a pas d'étape de compilation. Le navigateur interprète les commandes au fur et à mesure qu'elles sont lues. Donc c'est un langage dynamique. On n'a pas besoin de stipuler le type de variable. Les variables seront du type à la lecture. Avant le S6, il n'y avait qu'un mot-clé, je bafouille, pardon, pour définir les variables qui était le mot var. Quand on veut créer une variable en JavaScript, avant le S6, il fallait faire ceci, donc faire var. Donc là, vous dites, attention, je vais créer une variable, réserve-moi de la place en mémoire, vous lui donnez un nom, donc par exemple data, et vous lui spécifiez la valeur attendue. Et je lui mets par exemple 981. Je n'ai pas besoin de stipuler le type de variable. Ici, à la lecture, il va comprendre que data, c'est un nombre réel, tout simplement. En JavaScript, vous n'êtes pas obligé de mettre des points-virgules. Vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé. La fin de ligne correspond au point-virgule.
Donc moi, dans la suite, comme je suis feignant, je ne mettrai pas de point virgule, sauf dans des cas un peu particuliers où ma commande serait sur une ligne mais très très longue. De fait, je vais couper ma commande sur plusieurs lignes et je mettrai des points virgules. D'accord? Bien. Et la question dit, ouais, bon, j'écris une variable, comment faire pour que cette variable apparaisse dans mon navigateur? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait fait une commande qui s'appelle console. Là, je vais faire console.log et je vais mettre une chaîne de caractères. Par exemple, je vais mettre data égale, espace. Alors, c'est une chaîne de caractères, donc je peux mettre soit une simple cote, soit une double cote. Moi, par habitude, je mets des doubles cotes. C'est le petit vieux du C qui parle ici. D'accord? Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais concaténer à la chaîne de caractères qui s'appelle data égale espace. Je vais lui concaténer via un plus ma variable data. CTRL S. Bien, mais ça va s'afficher comment votre page machin là? On ne voit pas comment ça va s'afficher. Alors, d'où l'utilité. On va pousser un petit peu ici, d'où l'utilité de la bibliothèque que je vous avais demandé d'installer, qui est le Live Server. Ici, le navigateur possède, le Visual Studio Code possède de fait maintenant un serveur. Et bien ce serveur, on lui demandait de fournir cette page HTML. Comment faire? Vous venez ici, vous cliquez droit et vous faites Open with Live Server. Donc le Live Server se met en route, voilà, il est en route ici. Il ouvre mon navigateur par défaut, donc ici c'est Chrome. On va mettre ça un petit peu ici, voilà qu'on voit bien. On va pousser un peu ici, on va pousser comme ça. Voilà. On va pousser un petit peu ici. Oui, mais là, je vois pas votre console log data truc muche là. Alors pour ça, c'est très simple. Il faut ouvrir la console du navigateur. Alors tous les navigateurs modernes ont des consoles, ont des outils de développement. Pour ça, vous venez ici, dans la page, vous cliquez et vous faites inspecter. Il va inspecter le code et entre autres, il va ouvrir ici une console. D'accord? Alors ce qu'on va faire, on va relancer pour que ça soit bien clair pour tout le monde. On relance la page. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le serveur à demeure dans Visual Studio Code va générer à l'adresse 127.0.0.1, en gros localhost, il ouvre le port 5500 et il délivre au navigateur le document qui s'appelle index.html. Dans ce document index.html, il y a un fichier qui s'appelle sketch.js qui est actuellement en exécution. Et regardez ici, vous avez exactement l'application, donc data égale 980. Donc grâce à ce mode console, on va pouvoir débugger votre soft. On va pouvoir regarder les erreurs qu'il peut y avoir. On peut afficher une valeur à un instant T et ainsi débugger votre projet. D'accord? Donc que vous soyez sur Firefox, sur Chrome, sur Chromium, sur Vivaldi, vous avez ces outils-là. Donc vous faites bouton droit, inspectez le document, vous allez dans la console, dans les outils de développement, ici dans console, et vous aurez cette chose-ci. Et vous voyez ici, il y a un petit prompt. Maintenant, mes variables sont en mémoire dans mon navigateur, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles. Si je tape ici data, il va reconnaître data, parce que data est en mémoire, entrée, et il m'affiche 981. C'est-à-dire que les variables qu'on a créées à partir de Sketch.js sont maintenant implémentées dans mon navigateur, et donc accessibles à partir du prompt. D'accord ? Alors, je peux tout à fait, à l'exécution, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en C. C'est-à-dire que je peux faire maintenant data égale une chaîne de caractères. Et ça ne pose aucun problème pour le JavaScript. Donc au début, data, une case mémoire, c'est un nombre réel qui fait 981. Ensuite, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on change ici la nature de la variable, on lui passe une chaîne de caractères. CTRL S, et il apparaît ici data égale hello. D'accord? C'est fantastique. Alors ça, c'était le premier temps. Donc on faisait les variables comme ceci. Mais le souci avec le mot-clé var, c'est que la portée, donc le scope, la portée de la variable, souvenez-vous en C, la portée de la variable, c'est la fonction. Nous en C, ou en C++, ou en Java, enfin dans les langages autres que le JavaScript, on a plutôt l'habitude d'utiliser des scopes, des portances de blocs, donc les accolades. Et donc les gens ont commencé à voir si c'était pas possible de transformer le var qui devienne non pas en scope, en fonction, mais en bloc. Le S6 a répondu à cette attente. Il y a une autre façon de créer des variables qui n'est plus le mot var, mais le mot let. Donc au lieu de mettre var, vous mettez simplement let. Ça ne change absolument rien à l'exécution de votre programme, sauf que maintenant, le mot-clé, la variable créée avec let a un scope, donc une portée bloc. Commencez. C'est la même portée qu'une variable en C, donc c'est-à-dire le bloc.
Et là, vous voyez, si je fais un CTRL S, ça ne change absolument rien. Donc dorénavant, toutes mes variables, je ne vais pas mettre var, je vais mettre let. J'utiliserai le mot réservé let pour créer mes variables, qu'elles soient globales ou locales. D'accord ? Ensuite, on pourrait se dire, oui, mais si on peut changer les valeurs, on pourrait changer les valeurs. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Regardez bien. Si au lieu de l'appeler data, je l'appelle G comme gravité. Donc, la gravité, c'est 981. Ici, je peux, dans mon programme, faire, à un moment donné dans le programme, je peux faire G égale 12, par exemple. Je fais CTRL S. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il attend le G. Donc ici, c'est bien parce que ça fait une petite bêtise. Donc data is not defined. Pourquoi? Parce que tout simplement, au lieu de l'appeler data, j'appelle G. Donc ici, il faut que je change G. CTRL S. Voilà, maintenant il apparaît. Mais c'est pas logique. Parce que la gravité, c'est une constante. Or, comme let peut prendre des valeurs autres et même des chaînes de caractères, il serait bien d'avoir quelque chose qui empêche le fait de changer un paramètre qui s'appelle une constante. Et bien de fait, il est apparu en ES6 un mot-clé qui s'appelle const. Quand on définit une variable de type const, on définit une constante, interdiction absolue de changer la constante. Donc il suffit maintenant de remplacer mon mot-clé let par le mot-clé const. Je viens de fait ici de créer une constante qui s'appelle G qui a pour valeur 981. Mais si je lance le petit script qui est devant vous, le petit souci, c'est qu'il va planter. Pourquoi? Parce que ici, j'ai dit G égale 12. Regardons, CTRL S. Et oui, effectivement, il y a une erreur à la ligne 4. Vous voyez, si vous dites quelle ligne ici, il vous dit assignment to constant variable. En fait, on essaye de changer la valeur d'une constante. On a l'interdiction de le faire. Donc ça, on a interdiction de le faire. Chaque fois que vous avez nos constantes, je vous invite à définir des constantes. Chaque fois que vous avez des variables, eh bien pour ça, il faudra utiliser le mot-clé let. D'accord les amis? La prochaine fois, on va s'intéresser à un domaine qui vous sera très utile pour la suite, donc les fonctions. Merci de votre écoute et à très bientôt.